monde, c'est Liberty. Et aujourd'hui, nous allons faire un vlog, mais pas n'importe quel vlog. C'est un vlog historique, donc j'appellerai ceci les histologues. Je ne serai pas accompagné de DJs ou Son of Ghost, malheureusement. Je serai souvent seul pour les histoblogs. Et nous allons tout de suite parler du domaine du Leonardo. C'est parti! Le domaine de la Leonardo tire son nom du lieu-dit sur lequel il s'étend. Cette région aux confins de Birch et d'Aubernais, se situant en Alsace, dans le Bas-Rhin. Il appartenait à la collégiale Saint-Léonard, d'où le toponyme Sainte Leonardo, souvent abrégé Leonardo. Au XVIIIe siècle, existait vraisemblablement une blanchisserie sur ce domaine depuis 1812. Elle effectuait le blanchiment et le lavage sur prêt de toiles de lin. Ce procédé consiste à étendre et à exposer au soleil des toiles de lin, filées jadis par les ménagères et tissées par les artisans tisserands. Et maintenant, je vais vous mettre des parties d'histoire en voix off, pour que vous puissiez mieux comprendre avec des images du domaine. Allez, à tout de suite, en voix off. Avant 1789, les prairies appartenaient à la collégiale de Saint-Léonard. Elles furent acquises par François-Joseph Piche, qui exploitait déjà la buanderie. Entre 1818 et 1823, François-Xavier Lejeune, graveur d'horreur d'armes de Kligenthal, continue cette entreprise et achète plusieurs lots de terrains communaux d'Aubernais attenant à sa propriété. Ces terrains seront vendus par la caisse d'amortissement. En 1824, François-Xavier fait déplacer l'ancien bâtiment situé un peu en amont et édifie le bâtiment servant de ferme. En même temps, il fait construire un foulon en donnant un nouveau cours à la portion du canal située sur sa propriété, ce qui lui vaut des ennuis avec l'administration et les tribunaux. Tous ces conflits sont aplanis en sa faveur en 1838. En 1869, la blanchisserie et le foulon sont arrêtés, victimes de l'industrie moderne. Tout le terrain, situé en majorité sur le territoire d'Aubernais, près des vignes, ainsi que les bâtiments sont cédés à la société Coulot et Scie, qui avait acquis de l'État en 1838 les aiguiseries et martinets de l'ancienne manufacture d'armes blanches de Kligenthal. En 1896, Coulot vend le domaine à son tour au baron Albert de Dietrich. De 1899 à 1900, le baron commence par faire bâtir une villa formant la partie centrale du château, puis fait élever entre 1909 et 1910 l'aile ouest par un architecte allemand qui s'inspire de la mairie d'Ensisheim. Août 1914, le baron de Dietrich servant en 1418 comme officier interprète dans l'armée française, le château est considéré comme bien ennemi et sert de résidence à l'état-major du 119e régiment de réserve de Wurtembourgeois. Passons maintenant à la Seconde Guerre mondiale. De 1940 à 1944, le château est une annexe de la Nachrichtenschule SS d'Aubernais, qui occupe aussi la maison Logel à Saint-Léonard, Elbiach, Oberkirch et la propriété Tarde à Autrot. Une maternité se trouvait à Autrot et une crèche à la Leonardo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les mobiliers et les œuvres d'art sont en grande partie enlevés. Jusqu'en 1950, la propriété reste entre les mains d'Albert de Dietrich. Il la vend au général Prusse, ancien gouverneur militaire de Strasbourg, qui l'habite jusqu'en 1968 avant de se retirer à Colmar. Quelques semaines avant son décès, survenu le 11 mai 1970, le général la céda à la ville d'Aubernais. Alors, comme vous pouvez le voir, je me situe dans une petite guérite. Alors, qu'est-ce qu'une guérite? Une guérite, c'est une petite tour de guet. Elle est située sur cette propriété rectangulaire qui est clôturée de haies et de murs d'enceinte. Alors, ces guérites, comme vous pouvez le voir, sont constituées de pierres et de tuiles. Donc, vous vous demandez sûrement à quoi elles servaient. Donc, ces guérites servaient aux gardes de nuit pour empêcher les vols des toiles qui étaient exposées dans les prés. Parce que, comme vous avez vu avant, je vous l'ai expliqué, les toiles étaient étendues dans les prés au soleil, dans cet immense domaine. Plutôt joli, n'est-ce pas?
maintenant je vais vous montrer l'intérieur, comment c'était. Et ne faites pas gaffe, c'est un peu sale, mais on va le voir. On va tout de suite voir l'intérieur de la petite guérite. Allez, venez, suivez-moi. N'ayez pas peur, hein. C'est vraiment tout petit. Ils avaient cet espace. Alors je sais pas s'ils avaient des lits, une petite cuisine ou tout, mais alors ça ressemble plus à un petit studio, mais ils gardaient d'ici. On va voir l'architecture en haut. Bon, je pense qu'elle a été refaite. Regardez, ils avaient quand même une belle vue, hein. Très belle vue sur le domaine. Bon, une petite partie du domaine, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, vous avez vu l'intérieur d'une guérite. On va tout de suite attaquer la suite. Alors on peut voir qu'ils avaient même un petit étang. Là-bas la cascade, que vous avez dû sûrement voir avant pendant les voix off. Ah, on s'enfonce ici, il y a un peu de marécage. Regardez l'étang qui est assez grand. Il doit faire une vingtaine de mètres de long sur une dizaine de mètres de large. On va faire le tour, Baïka. Oula. Allez, Baïka, va chercher. Alors, le domaine de la Leonardo est vraiment énorme. 9 hectares de terrain. Entouré de verdure et de nature, c'est vraiment parfait. On peut même y jouer avec son chien. Allez, va chercher. Y pique-niquer, se reposer, lire un livre, il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour les amoureux de la nature et du calme, c'est un endroit parfait. En plus, il est situé au pied du Mont Saint-Odile. Si jamais vous voulez venir ici le matin pique-niquer, avant d'aller au Mont Saint-Odile. C'est bien, Baïka. Et voilà, l'histovlog est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous manifester sur Facebook, Twitter ou dans les commentaires YouTube. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye tout le monde.